Donc, autour de la table, Nicolas Doucerin. Salut Nicolas. Salut Stéphane. Fondateur de Valhumaine. Aziz Seni. Salut Aziz. Bonjour. Fondateur de Beimo, de C'est Mon Taxi à Dakar. Et, parce qu'on va en parler, coprésident de la commission du MEDEF sur les nouvelles responsabilités entrepreneuriales. Et puis, à distance, à Bordeaux, Stéphane Van Nuffel. Salut Stéphane. Salut Stéphane. Victime, tu as un petit point de vue sur la SNCF pour démarrer entre nous. Je comprends les difficultés vu le système concurrentiel que nous vivons. Donc je ne vais pas m'étaler. J'ai décidé d'arrêter de me faire des cheveux blancs, que je commence à en avoir suffisamment, Stéphane. Donc j'arrête maintenant. Non, il faut... Voilà. non, mais c'est quand même la capture d'écran. La capture d'écran que tu m'as envoyée hier soir est quand même très spectaculaire, parce que tout à coup, enfin c'est juste parce que je suis pas au courant. Moi, il y a plus l'avion ou il y a encore un peu l'avion Non, alors l'avion entre Bordeaux et Paris, la seule navette est pour Charles de Gaulle. Et en fait, il n'y en a que 2 par jour. En fait, il n'y a plus vers Orly. Et en fait, elle est calée avec les vols principalement pour les Antilles. Donc en fait, il y en a une en fin de matinée et une dans la soirée. Et donc, en fait, c'est plus du tout envisageable. vous prenez comme ça, comme tu te l'es pris toi hier soir, une série d'annulations, mais tous les trains étaient annulés en fait à partir de quoi 16h30, 17h hier À 14h. À partir de 14h, tu commences à recevoir un SMS comme quoi ça sent pas bon. Et derrière, tu vois arriver suppression. Alors là, c'est un truc un peu particulier parce qu'en plus, il y a des travaux sur la voie. Donc il y a double effet qui se coule. Sont les aiguilleurs de Nouvelle-Aquitaine. Donc il ne faut pas viser que toute la SNCF non plus, mais on a une petite bande de champions du monde, si je ne vais pas m'étaler là-dessus, sur cette partie-là. Et dans le contexte actuel, on sent bien que c'est hyper important d'améliorer les conditions de travail des aiguilleurs de la SNCF en Nouvelle-Aquitaine. Quand on voit ce qui se passe dans le monde, j'en ai souri et je te dis, c'est pour ça que j'arrête de me faire Ouais, tout à fait. Mais ce que je veux dire, Stéphane, c'est que parce que moi, c'est ça qui m'intéresse. Et donc, vous avez perdu la navette. Enfin, vous avez perdu. Je crois que qu'il y a des plaintes qui sont déposées devant la Commission européenne par EasyJet, me semble-t-il. Donc, décision d'annuler cette navette Orly-Bordeaux au nom des 2h30 de vol, etc. La navette Air France. Et donc, ça veut dire que tout à coup, Bordeaux se retrouve à nouveau, vu effectivement les difficultés de la SNCF, se retrouve à nouveau loin de tout. En tout cas, loin de nous, quoi. Stéphane, si je peux me permettre, d'abord, moi je le prends quasiment toutes les semaines, le TGV, donc c'est pas toutes les semaines non plus. Je suis le premier à taper sur la SNCF quand il me faut un coup comme ça, parce que sur le coup ça te rend dingue. Mais le TGV a quand même été, c'est une vraie valeur ajoutée pour Bordeaux. Le 2 heures centre de Bordeaux, centre de Paris, ça change tout par rapport à la navette d'Orly, où tu te mettais 3 quarts d'heure pour rentrer dans Paris. Enfin, moi, je suis ravi d'avoir le TGV. Là, maintenant, la problématique, tu l'as soulevée, mais c'est tout ce dont on parle souvent sur ce plateau. C'est qu'on devient dépendant, et pour des entrepreneurs, c'est pas possible, parce que tu perds ta liberté de mouvement, tu perds ta capacité d'adaptabilité et de flexibilité. Alors, heureusement, les nouvelles technologies, on le voit bien, on en tire le parti. Mais là, c'est terrible, parce que, tu le disais, Air France s'est vu retirer la navette par rapport au Covid et à des accords, mais ils n'ont pas autorisé les low cost à récupérer ce créneau. C'est ça. EasyJet n'avait pas le droit déjà de faire Paris-Bordeaux. Ils n'avaient pas le droit avant, donc ils gueulaient déjà, il y avait déjà des dépôts de plaintes, mais maintenant c'est encore pire. Donc tu peux aller à Lyon, tu peux aller à Marseille, tu peux aller dans plein de villes de France avec EasyJet, mais pas à Paris de Bordeaux. Voilà, donc ça reste encore le petit côté belle endormie de Bordeaux. Non, mais tu vois, ce qui m'intéresse dans cette affaire, pour l'élever un peu, alors, pardon, l'image que je vais prendre est sans doute inappropriée, mais néanmoins quand même. On va parler ensemble, et je pense qu'ils vont avoir un problème dans la campagne avec la fermeture de Fessenheim. Quand tu vois, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et donc, tu vois des décisions qui sont des décisions dont ils savent très bien qu'elles sont irrationnelles, mais dont ils se disent, c'est pas grave, finalement, ça n'a pas grande conséquence, on peut bien faire plaisir à tel ou tel camp politique. Et puis boum, à un moment, les conséquences te rattrapent. À un moment, l'économie se venge. À un moment, l'aménagement du territoire se venge. Voilà, en voyant ta mésaventure, et donc notre mésaventure collective, parce qu'on aurait aimé que tu sois là hier soir, je réfléchissais à ça et je me dis, tiens, quelque part, c'est un sujet intéressant et on va commencer avec ça, voilà. Et Stéphane, juste pour finir là-dessus, d'abord, c'est pas forcément, oui, c'est politique, évidemment, ce sont des décisions qui sont prises parce qu'il faut faire, tu sais, bonus-malus, donc on donne d'un côté pour pouvoir recevoir de l'autre, donc je n'ai pas forcément tous les tenants, les aboutissants. Maintenant, au-delà du plaisir ou du manque de plaisir de ne pas être avec vous sur le plateau, t'imagines bien que je venais à Paris pour plein d'autres choses, également, d'un point de vue business, et donc, je le redis, c'est pas très grave parce qu'on peut faire beaucoup de choses à distance.
Mais voilà, on est un peu dépendant sur ce coup-là. Bon, c'est un petit coup de gueule. Mais j'ai décidé d'arrêter de me faire des ulcères. Donc je le prends avec philosophie. Et ça vous inspire, Je le prends avec Nicolas? philosophie. Nicolas? Non, mais je pense que ta remarque est la bonne, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, et on en reparlera au niveau de la campagne présidentielle, on le voit bien quand on prend des mesures électoralistes pour plaire à telle catégorie, ils prennent des mesures totalement irrationnelles qui vont à l'encontre de tout pragmatisme, de toute logique. Et finalement, à un moment donné, ils sont tous rattrapés. Tu parlais de Fessenheim aujourd'hui. On pourrait parler aussi de l'armement. Regardez les Allemands qui viennent de prendre la décision de réinvestir 100 milliards parce qu'évidemment la guerre est en Europe et qu'on commence à se dire finalement on a peut-être intérêt quand même à revoir quand même notre armement, notre armée et pour se protéger parce qu'on sent, on entend le bruit des canons et on voit le danger. Et on s'aperçoit que voilà, un certain nombre de politiques qui sont contre les armes, contre l'armement, contre le budget militaire, il y a un moment donné, on est bien content de les avoir. Voilà. Aziz? Oh, et ce que vit Stéphane, j'ai aussi une pensée pour tous ses collaborateurs qui vivent en banlieue parisienne, en banlieue lyonnaise, en banlieue marseillaise, qui vivent aussi des suppressions de trains de banlieue tout le matin ou tard le soir. C'est des trajets à rallonge. Alors oui, le slogan c'est laissez la voiture et prenez les transports en commun, sauf qu'en face on met pas les moyens humains et les moyens techniques. Je vais pas parler des moyens financiers parce que la SNCF... C'est comme ça que tu as commencé ta carrière d'entrepreneur il y a combien de temps, Aziz? Il y a une vingtaine d'années. Il y a une vingtaine d'années en transportant les gens de Mantes-la-Jolie. On a essayé d'y répondre avec du véhicule et du transport collectif. Mais oui, c'est un vrai bordel. Un vrai bordel parce qu'on ne peut pas gérer son agenda, qu'on soit salarié ou entrepreneur. On ne peut pas gérer son agenda. Et Stéphane l'a dit tout à l'heure, c'est que pour une émission, bon, ok, mais il y a toute une histoire business derrière. Il y a des manques à gagner. Il y a des choses qu'on reporte. C'est une perte de temps pour une histoire. Mais je ne mettrais pas, à la limite on peut démarrer parce que c'est un de nos sujets, je ne mettrais pas, parce que c'est, employons les grands mots, le réarmement de l'Allemagne sur le même plan. Si tu veux, si l'Allemagne a arrêté, n'a pas reconstitué son armée, on sait pourquoi, on sait ce que les traités lui ont imposé, on sait, je crois que c'est quelque chose de beaucoup plus lourd. En revanche, ce que je mettrais sur le même plan, c'est le fait que par exemple l'Allemagne n'a pas de terminal pour recevoir du gaz naturel liquéfié. Et donc c'est totalement mis, et a arrêté elle-même ses centrales nucléaires, et donc c'est totalement mis entre les mains du gaz russe. Mais tu sais, pour reprendre l'histoire, parce que Stéphane défend le TGV, moi je me souviens avoir interpellé un certain nombre d'hommes et femmes politiques sur le sujet. Nos hommes politiques ont détruit le TGV en France. Vous savez qu'aujourd'hui, le TGV, quand il a été conçu en 1981, il avait un objectif, c'est d'aller très vite d'un point A à un point B. Donc c'était de faire des Paris-Lyon, des Paris-Marseille, des Paris-Nantes, Paris-Bordeaux. Aujourd'hui, 80% des TGV s'arrêtent dans 5 gares. On prend tous le TGV. Et on a transformé le TGV en TER. Non, mais c'est un vrai sujet aujourd'hui parce que le manque de moyens qu'on a sur les TGV, dans notre capacité à entretenir, c'est qu'un TGV, il est fait pour aller vite sur de courtes distances. Et au lieu d'aller très vite et de redévelopper les TER en périphérie de ces grandes villes, ce qui est la vocation même de tout notre réseau, et bien finalement on a détruit le TGV et on se retrouve avec 80% des TGV qui s'arrêtent dans les gares et qui n'est plus un TGV. Et on le voit bien. Qui a pris ces décisions-là? Ce sont les politiques, parce que tel député, tel ministre a voulu avoir sa gare TGV qui s'arrête là pour aller le vendre, alors qu'en fait, c'est contraire à l'intérêt même du TGV qui a été développé, c'est-à-dire d'aller très vite entre deux points. Bon, comment est-ce que vous vivez cette situation? Donc, la situation de guerre en Europe, évidemment, en tant que... Tiens, Stéphane, je vais retourner vers toi. En tant qu'entrepreneur, au-delà évidemment des considérations que tout le monde ressent, des considérations humanitaires, mais en tant qu'entrepreneur, est-ce qu'il y a quelque chose dans ta réflexion qu'il n'y avait pas encore le mois dernier? Alors, qu'il n'y avait pas le mois dernier, non, parce que, alors oui, évidemment, parce qu'on n'avait pas autant, concrétisé cette crise-là, mais des crises géopolitiques, et je le répète souvent, il y en a tout le temps finalement. Maintenant, pour faire très simple sur ce sujet, parce que je n'aime pas trop m'étendre sur ces parties-là, c'est compliqué, il y a deux choses. D'abord, moi je suis dans un domaine qui est le placement, la finance, a fortiori dématérialisé, puisqu'on est beaucoup sur Internet, etc. Donc, d'un point de vue investissement, d'un point de vue développement stratégique, ça ne met pas de frein particulier. J'ai presque envie de te dire, au contraire, nous avons des modèles qui sont adaptés et adaptables aux situations de crise, Covid, etc., etc. Donc, d'un point de vue entrepreneurial, ça ne me touche pas. J'ai cette chance-là et je suis désolé pour les autres. Je ne suis pas un industriel, je n'exporte pas, etc. En revanche, comme mon secteur, c'est le placement et la finance, t'imagines bien, Stéphane, que là, en revanche, la
la matière première de notre métier, il est forcément touché, mais il l'est constamment. Donc là, ce qui est à la fois, c'est triste, hein, intéressant, et on est obligé de le dire, il y a, tu sais, je le répète très souvent, il y a une chose que j'aime dans mon métier, c'est que la finance a, heureusement ou malheureusement, ça appartiendra à chacun des auditeurs de se faire une idée, n'a ni morale, ni politique, ni religion, ni quoi que ce soit. Donc en fait, dans des moments comme ça, le pragmatisme des marchés financiers, le pragmatisme des épargnants, y compris le petit épargnant français, est toujours très intéressant à observer parce qu'il va réagir évidemment avec son humanisme, et c'est le cas actuellement parce que là on est sur une crise qui touche des humains, mais il peut aussi réagir des fois avec beaucoup de froideur, on l'a vu sur les maisons de retraite, etc. Et donc en fait, je ne suis pas touché dans mon plan de développement, je vais te résumer ça comme ça. Je comprends. Et dans la partie investissement, il y a énormément... mais est-ce qu'il y a un point, alors, parce qu'il ne faut pas évidemment faire trop long, mais est-ce qu'il y a un point que, justement, sur la réaction ou le comportement des épargnants ou de tes clients, un point qui te semble particulièrement intéressant? Il y a un point, mais tu l'as soulevé, je sais très bien que tu le soulèves et que tu l'as en tête, Stéphane. Les gens avaient déjà mis beaucoup d'argent de côté parce qu'ils avaient peur suite à la crise sanitaire. Donc il y avait des milliards et des milliards, on ne sait pas vraiment, c'est estimé entre 150 et 200 milliards. 175 nous a dit le Trésor. On a un chiffre qui est tombé la semaine dernière, donc utilisons-le, 175 milliards. Ouais, voilà, on va dire c'est ce qu'il y a sur les livrets, sur les comptes courants. C'est assez évident. J'ai peur que ça continue à s'accentuer et que finalement cette épargne ne revienne jamais. Je l'avais appelé de mes voeux. Moi, j'espérais que la réouverture des bars, des restaurants, etc., du tourisme allait faire que les Français allaient finalement utiliser une partie de cette épargne de précaution pour consommer. Et en fait, j'ai bien peur que l'anxiogénéité généralisée de cette crise, parce qu'on ne sait pas trop si on est en guerre ou pas en guerre, est-ce qu'on est co-belligérant ou pas co-belligérant, tu l'as rappelé. Voilà, donc... nous, on regarde ça avec beaucoup d'attention. Je sais qu'il y a toujours des opportunités dans les marchés financiers. C'est très froid de le dire. Je ne dis pas qu'il faut se nourrir sur le dos de l'Ukraine ou de la Russie, mais il faut être très attentif. Et j'ai envie de te dire, dans ce genre de tempête, c'est là que c'est intéressant de voir les pilotes des sociétés de gestion, parce que là, la gestion passive, la gestion active, ce grand débat entre est-ce que je vais laisser mon argent dormir tranquille ou est-ce que je vais faire confiance à un professionnel qui maîtrise ces aspects géopolitiques extrêmement complexes, parce que la Russie et l'Ukraine, c'est extrêmement complexe. C'est là qu'on va pouvoir voir s'il y a de l'intérêt à faire appel à ces gens-là. Donc voilà pour te répondre, yes. Je ne suis pas plus touché que ça. Nicolas, en tant qu'entrepreneur? Alors, oui, ta question c'était entre il y a un mois et aujourd'hui. Pour préciser le truc, alors c'est des très grandes entreprises évidemment, mais ça peut vous intéresser. Il se trouve que moi j'ai eu la chance de discuter, mais vraiment discuter avec deux des entrepreneurs qui sont les plus exposés aujourd'hui en Russie. En l'occurrence, c'était Carlos Ghosn à l'époque où il faisait le pari d'Avtovats et le pari de Renault en Russie, et Frédéric Oudéa à l'époque où la Société Générale faisait le pari de la Russie. Et c'était un pari profond sur ce qu'on a pu appeler la fin de l'histoire. C'est-à-dire, voilà un peuple qui va sortir d'une forme quand même de sous-développement et devenir un formidable marché de consommation, d'innovation, de vitalité, etc. Eh ben non. Voilà. Et donc, je trouve que c'est un choc. Et alors, toi, Aziz, qui investit en Afrique, j'attends... Mais je trouve que, pour moi, c'est un choc profond sur... la façon dont l'histoire s'écrit et comment est-ce que les choses ne sont pas linéaires à partir du moment où tu as un gars qui décide que ça ne va pas se passer comme ça, quoi, voilà. Oui, alors maintenant c'est très compliqué sur le plan géopolitique. Maintenant, pour revenir à ta question précise sur l'économie, je pense qu'on va avoir... on quitte une crise quand même depuis 2 ans et demi qui nous a quand même particulièrement impacté, dans une autre crise qui à mon avis est d'ailleurs beaucoup plus inquiétante encore, parce que l'économie c'est une chose, mais on va tous espérer que ça prenne fin le plus rapidement possible dans l'intérêt de tous, parce que c'est quand même ce qu'il y a de plus important. Maintenant, sur le plan économique, je pense qu'on ne mesure pas encore toutes les mesures que nos gouvernants viennent de prendre, les conséquences que ça va avoir sur l'économie. La violence du choc. Ça va être très violent dans certains domaines. Et comme le disait Stéphane tout à l'heure, ce qui est terrible, c'est que dans toute crise, il va y avoir des opportunités à saisir. C'est indéniable, on le voit bien dans les métiers de l'armement. Mais si on prend ne serait-ce que sur l'énergie aujourd'hui, moi, ça fait 2 semaines et demie que j'arrive pas à remplir ma cuve de fioul.
Ça fait 2 semaines et demie. Impossible d'avoir un créneau de remplir. Il faut quand même la remplir. Ça a doublé de prix. Je parlais avec des entrepreneurs dans le métier de l'artisanat, tous ceux qui fabriquent, je disais encore des producteurs, qui utilisent aujourd'hui le gaz et le pétrole, aujourd'hui qui n'arrivent plus à s'approvisionner et dont les prix ont explosé. C'est-à-dire que le prix de revient de leurs produits, ils ne peuvent pas augmenter les tarifs de 200, 300 ou 400%. Donc il y a des conséquences terribles. On pourrait parler à nouveau du tourisme. Je lisais dans les Échos il y a quelques temps, je ne sais pas si vous l'avez vu, il y a plus de 600 avions qui sont bloqués aujourd'hui en Russie. Donc Poutine dit, écoutez, venez les chercher, parce qu'ils appartiennent à d'autres pays, sauf qu'ils ont interdiction de vol. Ils appartiennent à des sociétés de leasing. Ils appartiennent à des sociétés de leasing, sauf qu'ils ont interdiction de voler, mais eux, ils doivent quand même payer les traites. Et là, tout le monde se retrouve bloqué dans le système. Donc tout ça, ça va descendre en cascade. J'étais à Marseille avant-hier. Vous allez, excusez-moi de citer, dans un décathlon, les rayons sont défoncés. Je posais la question. Il m'a dit, on n'a plus de vélos. On n'a plus de matériel, on a des problèmes d'approvisionnement, on a des ruptures. Les magasins sont défoncés, comme on le dit dans le jargon. Défoncés. Donc tout ça, on ne le mesure pas encore, mais là, il va falloir trouver de l'agilité, trouver des idées, parce qu'il va y avoir des conséquences non négligeables sur un très grand nombre d'entreprises. Aziz ? Moi, je préciserai ma question par rapport à toi, Aziz. Donc, je l'ai dit, c'est pour ça que je l'ai cité. Tu investis à Dakar, tu investis en Afrique. Oui. Le discours, et c'est pour ça que j'en parlais, le discours de Carlos Ghosn sur la Russie, par exemple. Carlos Ghosn, il avait un discours comparable sur la Russie, sur la Turquie et sur le Brésil. Et donc, c'était un discours basé sur, je vais appeler ça, l'évidence du développement. Voilà. À un moment, forcément, ces peuples vont en sortir et vont se développer et devenir des grands marchés de consommation. Tu restes convaincu de ça en ce qui concerne le Sénégal, par exemple, là où tu travailles et là où tu investis? Moi, j'ai 2 casquettes. La première casquette, c'est l'investisseur immobilier en banlieue. On fait de la petite surface, on achète, on met en location. Moi, je m'interroge de l'impact de ce qui se passe sur les taux d'intérêt bancaires, sur, évidemment, la mise en location. On sort de 2 ans de Covid, le télétravail, etc. Quel impact va avoir cette guerre sur la mise en location et sur les TPE, PME qui sont globalement mes clients? L'inflation. Et de l'autre côté, ma casquette d'entrepreneur à Dakar, où j'exploite une société qui fait de la formation de jeunes diplômés au chômage au métier d'entrepreneur taxi, et la vente par crédit, contrat de location-vente de taxi. Alors forcément, qui dit taxi, dit carburant. Le ministre de l'énergie russe qui commence à menacer en disant je ferai péter le cours, à le faire monter à $300, je crois, ça date d'hier. $300 le baril, je vais te dire, des taxis à Dakar ou au Cap ou à Alger, il va y en avoir qui vont être garés sur le parking. Donc ça va mettre beaucoup de gens sur le carreau. Là-bas, il n'y a pas de PGE, il n'y a pas d'aide, il n'y a pas le système social. Tu travailles, tu manges, tu ne travailles pas, tu ne manges pas. La règle, elle est simple. Donc il y a une question derrière qui est humanitaire, sociale. Et je vais aller encore plus loin. On a les cours du blé qui sont en train de flamber. Je lisais et j'entendais, parce que là, pour le coup, c'est remontée de terrain direct Dakar de mon responsable sur place. On commence à s'inquiéter de pouvoir manger. Là, on est sur la pyramide de Maslow et sur le premier niveau, c'est l'alimentaire. Donc quand tu as un pays, un continent qui commence à s'interroger de savoir, déjà qui n'était pas en grande forme, mais qui en plus commence à se poser la question de savoir si demain ou après-demain on va pouvoir manger, là, il y a une interrogation, parce que là, c'est un baril de poudre, et on aura un front qui sera un front de guerre sur le nord, et un front humanitaire qui sera sur le sud. Parce que là, je vais bien mettre au défi toute l'Europe sur le sud, de bloquer des migrations, mais qui seront des migrations un peu différentes. Donc pour moi, il y a une véritable inquiétude. Moi, je tire mon chapeau et je m'inquiète aussi pour tous nos entrepreneurs français installés à l'étranger, en particulier en Afrique, ceux qui portent un peu ce que j'appelle le Made by France. Aujourd'hui, être installé à Dakar ou à Abidjan, et en regardant ce qui se passe en Ukraine avec toutes les conséquences économiques, je ne sais pas si vous connaissez les taux d'intérêt à l'emprunt en Afrique. Hein. Vas-y. On est à 11% sur le marché à Dakar, on est à 16% à Libreville. Donc vous voyez déjà les taux d'intérêt, ce n'est pas ceux qu'on connaît nous, mais si en plus tout sera bloqué. Et ce n'est pas la Banque centrale africaine qui fera quelque chose. Bon, juste, alors c'est pas tellement une correction, mais parce qu'on en parlait hier avec précision, l'enjeu effectivement sur la hausse des cours pétroliers,
c'est le fait de savoir. Ce qui s'est passé hier, c'est que les Américains ont commencé à parler d'un embargo sur le pétrole russe. Et en gros, ce qui a été calculé, Jean-Pierre Petit nous disait ça hier, c'est que si les Américains et les Européens, et on ne parle que du pétrole là, on ne parle pas du gaz, prononçaient un embargo sur le pétrole russe, alors effectivement, on se retrouvait avec un baril à... c'est pas $300, mais 185, 190, ce qui est de toute façon très très compliqué à gérer, j'imagine, et même sans doute ingérable pour l'ensemble des gens qui travaillent avec toi. Voilà, c'était juste cette précision-là. Juste pour aller dans le prolongement, parce que, je te posais la question tout à l'heure en dehors du plateau, c'est est-ce qu'on peut parler de troisième guerre mondiale et une guerre qui aurait pris une autre forme? On a connu 2 guerres mondiales avec des tranchées et des gens qui se tirent dessus. Bien sûr, il y a un front où on a des armées, mais là j'ai l'impression que la guerre économique, c'est une troisième guerre et qui commence par une guerre économique et qui est en train de s'étaler au niveau mondial, et franchement il y a des inquiétudes. C'est des conséquences. Alors à la limite on sort un petit peu de notre champ d'expertise, juste parce que là aussi allez écouter l'interview de Jean-Pierre Petit hier, c'est à peu près comparable si tu veux à la guerre du Kippour. Lui c'est l'exemple qu'il prenait, et donc le premier choc pétrolier de 1974. C'est-à-dire qu'on a déjà connu des séquences comme ça. On a connu des séquences, donc il citait la guerre du Kippour, 74, deuxième choc pétrolier, la guerre en Irak, 1980, 11 septembre 2011, tu as déjà eu des séquences de guerre avec des impacts matières premières et pétrole qui ont été des impacts très très forts. La guerre du Golfe, hein. Et la guerre du Golfe, 91 évidemment. 90, 2 août 90 pour l'invasion du Koweït par l'Irak. Ça, tu vois, je pense que ça suffit pas à qualifier ce qui se passe de Troisième Guerre mondiale. Mais là, je pense qu'on sort un peu de notre domaine d'expertise. On peut poser des questions sans avoir... Tout à fait. Non, les experts en stratégie te répondront qu'à partir du moment où tu livres des armes, c'est ce qu'on a fait. T'es belligérant. T'es co-belligérant pour l'instant. Voilà, t'es co-belligérant. Face à ça, donc, les amis, la question, Stéphane, je me retourne vers toi. On ouvre à nouveau les vannes budgétaires, aucun problème. Donc ça se prépare. On est sur des plans. Alors ce ne sera pas le quoi qu'il en coûte, dit Bruno Le Maire. Donc revenons en France. Assistance, donc blocage des prix du gaz jusqu'à tant qu'on en aura besoin. Sans doute de nouveaux chèques essence, de nouveaux chèques énergie pour des publics ciblés cette fois-ci. Visiblement, on ne va pas refaire pour 38 millions de Français. Le calcul, donc Bercy a envoyé hier un chiffre en disant que jusqu'à présent, le blocage des prix de l'électricité et la limitation de la hausse du prix de l'électricité et le blocage des prix du gaz avait coûté 25 milliards d'euros. Allait coûter 25 milliards d'euros à partir du moment où on continue à bloquer le prix du gaz, voilà, c'est ça. 25 milliards d'euros, c'est ce que ça coûtait déjà si on inclut les pertes d'EDF. Donc il faut monter à 30-35. Juste pour vous donner, parce que quand même on a donné beaucoup de chiffres sur le quoi qu'il en coûte, le coût budgétaire, puisqu'on l'a maintenant, le coût budgétaire 2020, c'est 49 milliards. Donc on va pas être très très loin quand même de cette histoire. Aucun problème, c'est nécessaire, Stéphane? Aucun problème, non, pas aucun problème. C'est jamais, c'est des montants qui sont quand même très importants, très importants, qu'on reporte sur l'avenir. Donc, si on est obligé de les mettre là, on va le dire ça comme ça. Moi, je réfléchis, tu sais, toujours en entrepreneur. J'imagine mon budget. Si je le mets là, c'est quelque chose que je ne mets pas ailleurs ou que je ne mettrai pas demain ailleurs. Maintenant, est-ce qu'on a vraiment le choix? Cette notion d'électricité, etc., est extrêmement complexe. Ce qui m'a beaucoup intéressé, mais je pense que ça intéressera aussi nos téléspectateurs et auditeurs, c'est sur la facture de l'essence. La facture de l'essence, c'est très intéressant parce que vraisemblablement, le petit cadeau de l'automne, j'appelle ça cadeau, que faisait l'État, devait coûter, alors je ne sais plus, je ne peux pas dire de bêtises, mais grosso modo 1 milliard. Là, pour maintenir finalement un prix de l'essence abordable et ne pas exploser si jamais, comme le disait Aziz, le baril montait à 185 voire plus, ce serait x10 vraisemblablement le coût pour l'État, ne serait-ce que pour que les Français puissent aller au boulot. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on parle de guerre mondiale, on parle de choc sur cette notion-là et sur le quoi qu'il en coûte, mais les données, elles sont hyper importantes parce que tu sais, Stéphane, qu'on a un problème sur l'essence aussi de taux de change. On a un problème entre l'euro qui s'est vachement déprécié ces dernières années, donc aujourd'hui, on subit aussi. Tu vois, on ne va pas rentrer là-dedans, mais on subit un peu un cumul de très mauvaises nouvelles depuis 2 ans, 2 ans et demi. Et tu as envie de te dire, moi je veux bien qu'on jette la pierre à qui que ce soit, mais tu n'as pas d'autre choix.
Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, absorber une crise pétrolière parce qu'on a un problème géopolitique, un problème de production, ou simplement parce que l'OPEP serre la vis, comme c'est arrivé sur les 20 ou 30 dernières années, comme vous le rappeliez, c'est pas un problème si tu as, un euro qui fait un 50 en dollars, puisque c'est en dollars le baril. Là, il est à 14 ou à 11 ce matin. Donc forcément, le problème, il est là aussi. Alors là, évidemment, ça échappe aux Français. Mais ça, ce sont des données qui correspondent et qui reviennent à la base de ce qu'on laisse faire et de la façon dont on a organisé notre économie. Donc maintenant, finalement, on paye et on n'a pas le choix. On est obligé de payer comme l'Allemagne le paye très très fort, sa dépendance à la Russie, parce qu'à un moment donné, ça l'arrangeait de passer là-dessus. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, moi, tout à fait, c'est très intéressant. J'ai pas de réponse, que là, on pourrait partir, et moi, je suis passionné de ça, tu le sais, donc on pourrait ouvrir plein de tiroirs, mais on n'a pas le choix. Voilà, on n'a pas le choix. Et là, on n'est pas en train de se dire c'est des dépenses politiques parce qu'on veut sa gare de TGV, comme le disait Nicolas, et je partage parfaitement son avis. Là, on est sur un truc où on parle à la fois pour 2020-2021 de crise sanitaire qui, pour moi, reste encore, c'est pas du tout un défi par rapport aux Ukrainiens qui subissent des choses invraisemblables, mais qui, pour moi, aurait pu être cataclysmique beaucoup plus, parce qu'on parle de la santé de nos enfants. Dieu soit loué, ça n'a pas été touché. Maintenant, on enchaîne quand même, il faut reconnaître, on enchaîne une deuxième couche qui, sur les matières premières, c'est-à-dire ce qui nous permet de nous chauffer, ce qui nous permet de construire nos outils, nos outils de travail, nos petits outils de consommation, nos petits objets de consommation, qui nous permet de nous éclairer, de nous déplacer, on est touché plein pot. Et finalement, ça fait beaucoup. Donc évidemment, l'État français, mais les États européens et les États dans toute la planète n'auront pas le choix. Voilà. Là, la seule différence, c'est que l'Europe, indirectement, paye ce que le reste de la planète ne paiera pas, c'est-à-dire une dépendance à quelqu'un qui aurait peut-être dû être surveillé de plus près avant. Nicolas, on Si pourfend la dette publique à longueur d'émission et on va en rajouter 30, 35, 40 milliards. Oui, malheureusement, Stéphane, tu le dis depuis des années, hein, à un moment donné, on va payer très très cher la non-réforme de l'État, le trop de dépenses publiques que l'on fait depuis maintenant des dizaines d'années. Et je veux dire, il y a un moment donné, on va le payer très cher parce que le très gros risque... C'est qu'il est gorgé de taxes, le litre d'essence. Il a raison, Stéphane, de parler de l'euro et du dollar. 60%, mais il est gorgé de 2 taxes. euros, c'est quasiment 1,20 € qui part dans les caisses de l'État. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est effectivement ça, parce qu'il n'y a pas de limite. Donc, on fait de la dette, de la dette, de la dette. Et vous connaissez tous le sujet aujourd'hui. C'est lorsque les taux vont à nouveau fortement réaugmenter. Et là, Oui, mais alors c'est un avantage, ce qu'on est en train de vivre, c'est que ça éloigne cette perspective. Tu vois, cette perspective était déjà lointaine, mais alors là, elle s'éloigne encore. Elle est court-termiste. Je veux dire, il y a un moment donné, on est en train d'ajouter. En plus, on a des candidats sur l'élection présidentielle. On est à un concours de mesures électoralistes. C'est fini. Est-ce que tu as remarqué, le mot n'est plus prononcé? Oui. Je l'ai cherché dans non, je te redonne la parole, mais parce que juste la lettre d'Emmanuel Macron, là, qui reste une bonne petite base quand même. Voilà. Il n'y a pas le mot. Non, il n'y a pas le mot. Vous ne le trouverez pas. Alors que dans la campagne d'Emmanuel Macron de 2017, je rappelle que c'était de ramener le déficit de la France à, c'était quoi, 2,2%. Oui, alors il y a le mot déficit, parce qu'il dit « nous avons amélioré nos déficits jusqu'au Covid ». Non, mais trivialement, vas-y, Aziz. Trivialement, vivre à crédit, moi, ce que j'interrogerais, c'est tous ces gens qui veulent prendre la présidence, c'est quel avenir pour nous après Oui, mais en même temps, tu n'as pas le choix. Stéphane nous le dit, tu n'as pas le choix là maintenant. Non, là tout de suite, c'est une mesure d'urgence. Je ne dis pas qu'il ne faut pas y passer. C'est évidemment qu'il faut bien évidemment emprunter, parce que de toute façon, on n'a pas les sous. C'est juste le après. Ce n'est pas parce qu'on emprunte et on gère l'urgence qu'il n'est pas intéressant de regarder à 3 ans, à 5 ans ou à 7 ans. Et là, moi, il n'y a que 3 leviers. Soit on va payer par l'impôt, on va avoir notre imposition qui va exploser. Soit on espère de la croissance, mais comment on l'a fait, cette croissance? Tu parlais de regarder les programmes. Là aussi, il faut chercher. Il y a peut-être des mots, mais derrière, les idées. Et puis, il y a une chose, et t'en parlais, Nicolas, c'est la baisse des dépenses d'État. Et ça, il y a un levier là, mais personne ne veut y toucher. Il y avait Valérie Pécresse et son comité de la hache. Mais je crois qu'elle a remis sa hache. Elle n'est pas très affûtée, la hache. Au fond de l'atelier, la hache. Mais il y avait le comité de la hache de Valérie Pécresse. Et puis, il y a un truc que je ne comprends pas. Alors peut-être que vous allez pouvoir répondre à cette question. C'est on a 60% de taxes sur le litre d'essence. Ouais. Pourquoi on fait des chèques
des machins, des usines à gaz, Ouais. alors qu'il suffirait... Enfin, il suffirait, il faut se méfier des phrases qui commencent comme ça, mais pourquoi Bercy ne baisse pas tout simplement ses taxes au lieu de faire des chèques? C'est pour faire bosser des gens? C'est pour faire mâcher la machine à imprimer? C'est pourquoi? Écoute, On est obligé de mettre des gens au travail. donc c'était et donc, la précédente flambée, c'était 2008. Hein. Ouais. Et il y avait donc un haut fonctionnaire formidable qui s'appelait Monsieur Durieux, qui a pondu un rapport sur l'ensemble de cette taxation et sur la fameuse TIPP, ça s'appelait TIPP flottante. Ouais, c'est ça. Mon vieux, je crois qu'avec les actuaires qui s'occupent d'assurance, c'est le truc le plus compliqué que j'ai lu en économie depuis 20 ans que je m'intéresse de près à l'économie. C'est-à-dire que, pardon d'employer ce terme, c'est un merdier indémerdable. Parce que ces taxes, ensuite, elles sont affectées à droite, à gauche, etc. C'est des dizaines de ramifications. C'est des dizaines de ramifications. Tu vois, c'est comme un programme de change management dans une entreprise. À un moment, ce qui arrive aux banques, par exemple, à un moment, tu es obligé de mettre une surcouche parce que tu peux pas enlever ce qui existe. Enfin, en un mot, pour expliquer simplement là-dessus, c'est pas le taux de TVA. C'est pas, tu as ton hors-taxe, tu as 20% de TVA, et tu dis je ramène à 18 et c'est facile à gérer pour l'État. Là, tu as des dizaines de ramifications. Exactement. Et donc derrière, ça a des conséquences sur des centaines et des milliers. Non, et il est là le sujet. C'est toute la complexité de la France. Complexité. Alors après, il est là le sujet, oui et non. C'est-à-dire que toute l'ambiguïté... Vous êtes conscient que ce que vous venez d'expliquer, le citoyen lambda l'entendra pas. Hein. Ben, on est sur Bismarck. Enfin, d'abord, je crois c'est que ultra si. qualifié, je sais. Peu importe, il peut aussi s'intéresser. Mais le sujet, non, mais c'est là où c'est toute l'ambiguïté de notre système. C'est que d'un côté, donc, tu as effectivement ces 60% de taxes qui, d'une certaine manière, contrairement aux États-Unis par exemple, te protègent aussi de la volatilité. C'est-à-dire que, comme le cours du pétrole, c'est à l'arrivée, 10, 15, 20% du prix final de l'essence, tu n'es jamais qu'à 2 euros. Tu n'es jamais qu'à 2 euros alors que tu devrais être à 4, à 6 ou à 8 si tu étais directement indexé sur le prix du pétrole. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme nos fonctionnaires pour l'économie française. Exactement. C'est exactement la même chose. Exactement. C'est-à-dire que c'est tu as un poids de la fonction publique qui te permet d'amortir les chocs. Qui amortit, mais par contre, quand on redémarre, on redémarre globalement et généralement un peu moins vite que les autres. Voilà. Bon les gars, il faut qu'on marque une pause. On marque une pause, on se retrouve dans un instant.